bienvenue à tous pour ce premier webinaire qui est consacré à Impact Local et à Impact Local spécifiquement sur le volet commerce indépendant. Et donc, on a trouvé que c'était intéressant d'avoir ce format pour pouvoir illustrer qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et puis avoir le témoignage d'un entrepreneur et d'un courtier qui a fait appel à la solution, et un expert comptable sur peut-être un panorama plus général sur la situation macro-éco des commerçants et sur la manière dont Impact Local peut venir en soutien de ces commerçants. On a donc aujourd'hui 3 invités avec Jérôme Pourteau, qui est courtier et donc qui a assisté Julien Jargeroy avec son entreprise Urban Bijou, qui a bénéficié d'un financement Impact Local et qui pourront témoigner tous les deux de la manière dont s'est réalisé ce projet, et Jérôme Whitman, qui est associé in extenso en Île-de-France, qui pourra nous donner son sentiment sur la situation des commerçants et notamment de la trésorerie des commerçants en cette période. Allez, on y va. La présentation d'Impact Local. Donc, Impact Local, c'est un ensemble de solutions de financement qui est à destination des commerçants, qu'ils soient sous enseigne ou indépendants, et qui a réalisé près de 140 projets là, depuis 4 ans. Alors, je vais passer sous silence la partie sous enseigne, qui doit être connue par de nombreuses personnes d'entre vous, par notre ancien nom qui était Monta Franchise, pour qu'on puisse se concentrer sur ce webinaire uniquement sur le volet commerce indépendant, qui est beaucoup plus récent chez nous, puisqu'on l'a lancé en 2021. Donc, Impact Local pour le commerce indépendant, c'est un fonds social qui a pour vocation à soutenir les commerçants de proximité en fonction de leur implantation. Donc, tous ceux qui nous connaissaient sur l'activité de financement sous enseigne savent qu'on a une carte qui est accessible publiquement et qui permet de voir si un emplacement est éligible à l'intervention d'Impact Local. Et donc, on suit exactement la même logique pour les commerçants indépendants. Donc, c'est la même carte qui prévaut, et donc on peut voir en quelques secondes si un financement est possible avec Impact Local ou pas. Juste pour faire rapide et simple, la définition de territoire pour Impact Local, c'est en gros tous les territoires de la politique de la ville. Donc, c'est dans et à proximité de ces territoires. Donc, il y a de multiples acronymes, mais on parle des QPV, des zones franches, des ex-zones urbaines sensibles, des quartiers urbains de cohésion sociale. On regroupe tous dans ce Google Maps et sur lequel on prend une distance de 1 km autour de chacune de ces zones, les zones de revitalisation rurale et toutes les aires urbaines des villes qui sont classées Action Cœur de Ville, ce qui représente un peu plus de 220 villes moyennes en France. Le double objectif de ce fonds social pour les commerçants indépendants, il est de faire de la consolidation de trésorerie auprès de commerçants qui ont été, pour certains, durement fragilisés par la crise sanitaire et qui sortent de ces 2 ans avec une trésorerie, pour certains d'entre eux, exsangue. Le deuxième volet, c'est de pouvoir agir comme un prêt complémentaire pour venir renforcer le plan de financement qui va être proposé par l'acquéreur. Donc, on parle ici de sujets de cession de fonds de commerce ou de cession de droits au bail. Je vais passer à la slide juste après. Donc,
comme je le disais, on a deux axes, un axe consolidation de trésorerie, un axe financement d'opérations de transmission. Quand on est sur de la consolidation de trésorerie, on est sur des durées qui sont plus courtes, puisqu'on est entre 3 et 5 ans. On a des montants d'intervention qui sont à partir de 20 000 euros. On peut mettre du différé en capital possible jusqu'à 1 an. En vérité, on peut mettre un peu plus, mais c'est ce qu'on voit dans les faits. Et on n'a ni garantie réelle ni personnelle. Quand on est sur du prêt complémentaire à la transmission, la durée d'intervention est en général collée à celle de la banque. Donc, on va plutôt être entre 5 et 7 ans, voire même plutôt 7 ans que 5 ans. Les montants d'intervention sont pour le coup à 40 000 euros. On a un différé en capital possible jusqu'à 2 ans. C'est ce différé qui est intéressant parce qu'en gros, il permet de soulager la trésorerie en phase de démarrage et je pense qu'il sera bien vu par le créancier banquier qui sera content de voir qu'on ne pèse pas sur la trésorerie au démarrage du commerce. Et donc, on n'a toujours pas de garantie réelle ou partielle et on est en cofinancement avec une banque. Quand je dis en cofinancement, sans forcément qu'il y ait un ratio déterminé, on agit comme un prêt complémentaire. La logique veut que ça soit toujours une banque qui finance le principal du projet. Les commerces visés, bars, jeux, presse, les buralistes, les bijouteries, les boulangeries, les restaurants, les hôtels, les campings, que sais-je. Donc, tout ce qu'on peut, les boucheries, tout ce qu'on peut se représenter comme un commerce de proximité est éligible à notre intervention. S'il y avait le moindre doute quant à l'éligibilité du projet pour qu'il soit considéré comme un commerce de proximité, on s'en parle ensemble avec l'équipe et ça sera assez facile de déterminer si c'est dans le spectre ou pas. Quelques secondes sur la carte. Vous voyez qu'il y a un lien. Ce lien, il est public. Il est aussi accessible sur le site Impact Local. Vous constaterez qu'il y a un bon 80% de la France qui est éligible. Et donc, on reprend les critères que je vous ai énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire la politique de la ville, les zones rurales et les villes à cœur de ville. Je vous ai mis un petit screenshot d'un exemple sur la ville de Lyon, sur lequel on voit toutes les zones bleutées qui sont éligibles à notre intervention. Un bon moyen de pouvoir illustrer finalement le fonctionnement de l'impact local, et ben, c'était de quelque part d'illustrer ou de raconter le premier projet qui a été réalisé par Impact Local pour un commerçant indépendant. Et donc, on a avec nous aujourd'hui Jérôme Pourteau et Julien Jarjoura qui vont pouvoir témoigner en quelques minutes de ce projet-là, de comment ça s'est passé, de pourquoi Impact Local. Et donc, je vais vous laisser chacun, Julien et Jérôme, vous présenter en quelques secondes. Julien, tu vas ? Allez, j'y vais. Bonjour. Donc, je suis le fondateur de la société Urban Bijou qui a bénéficié d'un financement Impact Local. La société Urban Bijou est une société qui est filiale de la société Une Ligne. Une Ligne, c'est le nom de notre enseigne de bijoux qui, au début 2020, a décidé de lancer son concept en retail, sachant que la société Une Ligne, historiquement, a été fondée en 1979. Et c'est une société de création, fabrication et distribution de bijoux. Nous sommes basés à Paris. Et mon expertise, avant de reprendre cette société Une Ligne, j'avais une expertise en tant que commerçant indépendant, local. Et donc, c'est naturellement que j'ai porté ce projet d'ouverture de boutique. En 2021, il y a la société Agatha, qui est une marque de bijoux assez connue, qui a eu des difficultés financières. Il y avait plusieurs de ses actifs qui étaient à céder. Et donc, assez rapidement, je me suis rapproché du tribunal de commerce pour reprendre certaines boutiques en province. Et
c'est un dossier un peu atypique en termes de reprise de fonds de commerce, puisqu'il faut se présenter tout un tas d'étapes, que ce soit le plan de cession, puis finalement c'est en liquidation. C'est des dossiers qui sont assez longs. Nous, on a travaillé typiquement presque 7-8 mois sur ce dossier pour boucler la reprise de 4 fonds de commerce. Et donc, c'est là où Jérôme, qui accompagne notre société depuis maintenant 2 ans, je lui ai remis le dossier de reprise de ces emplacements en lui exposant les premières problématiques que je rencontrais avec le circuit, disons, local de financement de mes banquiers classiques. Donc, nous avons un partenaire bancaire principal qui est la BNP, qui était très intéressé de participer au projet. Mais c'est vrai qu'il souhaitait partager le projet, d'une part, et d'autre part, il y avait quand même aussi une difficulté dans la typologie du dossier, puisque c'était un dossier de refinancement, puisque nous avions déjà avancé l'ensemble des fonds. Je pense que je vais laisser la parole à Jérôme. Ouais, Julien, tu as spoilé toutes mes questions, mais ce n'est pas grave. Jérôme, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour, Jérôme Pourteau. Donc moi, j'ai créé le cabinet Mon Expert Financier. On est un cabinet de conseil en gestion et en financement d'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là où on accompagne des dirigeants comme Julien sur la partie gestion, pilotage d'activité, gestion de trésorerie et sur la partie recherche de financement. Donc, Julien, on travaille avec lui depuis 2 ans et il a le projet du coup de se développer et tout naturellement, il a fait appel à notre cabinet pour l'accompagner dans la recherche de financement. Nous, déjà, la première chose que je regarde quand on a des dossiers un peu atypiques, c'est l'éligibilité en fait à impact local, parce que c'est des solutions qui permettent souvent de rassurer les financeurs bancaires. Et juste en l'occurrence, Jérôme, parce que du coup, bon, on a compris là qu'aujourd'hui, il s'agissait d'un quadruple projet de refinancement de fonds de commerce acquis à la barre du tribunal de commerce. Est-ce que vous pouvez juste un peu détailler les difficultés rencontrées pour financer ce projet et comment c'était perçu par les banques ou la banque? Alors, déjà, on avait un problème de localisation. Parce que Julien, ses établissements sont sur Paris et là, les reprises qu'il faisait étaient en province. Donc, il y avait un problème géographique par rapport aux banques. Après, il faut se remettre dans le contexte où on était sorti du Covid, où le retail n'avait pas forcément bonne presse auprès des banques, ou était en difficulté et on ne savait pas ce qu'allait donner la sortie de la crise sanitaire. Donc, ces éléments-là ont fait qu'auprès des banques, c'était assez compliqué et on a rajouté l'acquisition aussi à la barre du tribunal. Donc, ces 3 points font que c'était difficile pour une banque d'analyser, d'appréhender le dossier de Julien dans sa globalité. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme alternative? Enfin, quelles ont été les premières alternatives pour finalement boucler le financement? Les premières alternatives, ça a été de proposer le dossier aux banques partenaires du groupe, déjà. Et c'est sur ça où on a été bloqué par rapport à l'aspect géographique. Okay. Après, il y avait l'aspect d'autres alternatives. On aurait pu aller chercher des banques en local sur chaque zone d'implantation. Mais on a eu l'autre problème de dire oui, mais le siège n'est pas ici à proximité. Et après, on avait, au niveau des autres alternatives de financement, c'était de passer par du financement participatif classique, mais on n'avait pas non plus les portes un peu ouvertes sur ce point-là parce que, pareil, retail, on avait des bilans qui n'étaient pas top sur les dernières années sur la dernière année à cause du Covid.
Et c'était un peu difficile d'appréhender également le prévisionnel d'activité, du fait qu'on était sur une grosse marque nationale connue, qu'on allait partir plus sur une marque d'indépendant pour appréhender le chiffre d'affaires et la rentabilité de la société. Donc, du coup, en fait, donc on est rentré en contact en courant octobre, je crois, Ouais. pour… Et le lancement. Ouais, dès le lancement. Pour la participation au financement, au refinancement de ce projet, en cofinancement à 50-50 avec la BNP. La BNP s'étant engagée par principe à financer une partie du projet, mais souhaitant qu'un autre établissement puisse prendre la deuxième moitié du financement. Et donc, on a été sollicité pour que justement faire cette deuxième moitié du projet. En termes de délai et de mise en œuvre du projet, comment vous l'avez ressenti? Tu peux le dire hein, si tu as trouvé ça trop long. Vas-y, Julien, je te laisse appréhender par rapport à… Je vais déjà dire que en termes de compréhension du projet, c'est vrai qu'il y avait une approche qui était hyper intéressante, j'ai envie de dire hyper locale, puisqu'on s'est tout de suite projeté ville par ville. Et comme le disait Jérôme, on s'est vite heurté par les banques partenaires du groupe à dire ah oui, mais alors là, nous, on n'a pas de… Comment on va faire pour déposer les espèces ici? Nous, on n'a pas… Et donc, c'était au-delà du financement du dossier, c'était plus le cas pratique. Alors, on veut bien vous financer, mais vous allez déposer où l'argent, etc. Et donc, on se retrouvait bloqué. Et là, Impact est arrivé en disant la BNP veut faire la moitié, super, c'est une banque nationale en plus, ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est en plus une banque partenaire aussi. Donc, nous, on n'a pas besoin, enfin, on ne demande pas de flux. On est là pour financer le commerce local. Et puis, vous avez très vite bien analysé le dossier avec un point de vue commerçant, j'ai envie de dire. Après, en termes de délai, c'est pas que c'était long, mais de ce qu'on a compris, c'était le premier. Donc, il y avait des aspects de contrat à rédiger, etc. On a réussi en moins de 2 mois après le premier rendez-vous à boucler et puis avoir le versement sur le compte. On a décaissé avant la banque. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. On a eu le go quand même très rapidement après notre premier rendez-vous, après le rendez-vous de présentation du dossier. Et puis après, il y avait la partie réglementaire et la partie administrative, instruction du dossier. Voilà, parce que c'était le premier dossier, comme l'a dit Julien. Et néanmoins, ça a été quand même 2 fois plus rapide que l'offre de prêt bancaire. Dans notre cas, on avait déjà financé ces acquisitions et donc c'était vraiment une histoire de planning. Une fois qu'on avait le go, nous, on a pu prévoir chez nous en interne que cette somme allait revenir renflouer la trésorerie. Et donc, on était déjà rassurés et ça nous a permis de regarder 2022 beaucoup plus sereinement. Bon, nous, ce qui était intéressant pour Impact Local dans ce projet, c'est qu'au-delà effectivement d'avoir la conviction sur le projet et sur l'entrepreneur, c'est effectivement un projet atypique. C'est aussi pour ça que les entrepreneurs ou leurs conseils se tournent vers nous, parce qu'effectivement, le côté multi-projets éclatés sur le territoire et l'aspect reprise à la barre pouvait, plus le contexte macroéco, donner des difficultés de financement à ce projet. Et donc, si on a été créé, c'est aussi pour ça. Et donc, en fait, ça représente tout à fait le type de projet un peu atypique ou en tout cas qui ne remplissent pas les cases. Et que quand on ne remplit pas les cases, on sait que c'est plus compliqué d'aller chercher un financement bancaire. Et ben, du coup, on prend notre part. Et si on peut boucler le financement avec une autre banque, et ben, c'est tant mieux. Quelques mots pour la fin avant de passer à Jérôme Wittmann. Quels sont les premiers résultats ou quelles sont les projections sur 2022 ? Les premiers résultats sont très encourageants. Déjà, localement, la clientèle était désespérée de voir partir un acteur comme Agatha
qui jouent quand même un rôle important dans chaque ville. Donc, on est présent à Quimper, on est présent à Angers, à Perpignan, on est présent à La Rochelle. Donc, de voir en fait ce commerçant, ce bijoutier disparaître était assez triste pour les habitants locaux. Et puis de voir arriver un nouvel acteur avec une offre française, parce que nous avons une grande partie de notre fabrication qui est aussi faite localement entre l'Île-de-France et la région lyonnaise. Et donc, les résultats, ils sont vraiment encourageants et on regarde 2022, déjà le recul janvier et le démarrage de février. Donc, février a démarré beaucoup plus fort que janvier. Et puis, je trouve que c'est assez intéressant voilà, d'être immédiatement présent dans ces 4 coins de la France qui sont assez éparpillés et de regarder un peu le comparatif de ce qui se vend à Perpignan, de ce qui ne se vend pas forcément à Angers. Voilà un peu les premiers reculs qu'on a aujourd'hui, 6-7 mois après les premières ouvertures. Si vous avez l'occasion d'y aller, hein, donc c'est la marque Une Ligne. Il y a des boutiques à Paris, à Perpignan, à Angers, à La Rochelle et le dernier à Quimper. Bref, Quimper. Voilà. Allez-y, c'est des chouettes bijoux. Et puis, si vous avez besoin d'un conseil, appelez Jérôme. Il est bon. Merci. Et il est sympa en plus. Merci à tous les deux. Et du coup, je passe à Jérôme Whitman, qui est associé de la structure Inextenso en Île-de-France. Bonjour, pardon. Jérôme, merci d'être avec nous. Je te laisse te présenter également. Bien rapidement. Sûr. Donc, je suis Jérôme Whitman, je suis associé du groupe Inextenso, qui est un groupe d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, qui est un groupe national, un des leaders de l'expertise comptable. Et à titre personnel, j'accompagne à peu près 400 clients, dont plus de la moitié sont représentés par des artisans, des commerçants, des travailleurs indépendants, des professions libérales et des TPE. Donc, c'est vraiment une typologie de clientèle qui a été, comme le rappelait tout à l'heure Sylvain, durement fragilisée pendant la crise sanitaire. Et donc, nous avons dû les accompagner et faire face pour essayer de trouver des solutions, de connaître les dispositifs qui pouvaient s'appliquer à chacun d'eux, sachant que tous les dispositifs qui existent, alors il y en a beaucoup, mais tous ne s'appliquent pas à tout le monde. Il y a de nombreux critères à respecter. Et à l'arrivée, on voit que malgré tout, c'est souvent ceux qui avaient le plus de difficultés qui ont eu du mal à trouver des systèmes pour pouvoir soulager leur trésorerie ou renforcer leur BFR. Alors, aujourd'hui, même si c'est très hétérogène, donc ça va être difficile de faire des généralités, mais la situation générale de trésor des commerçants et leur état d'esprit, là, avec tout ce qui se profile là, sur l'année en cours, c'est quoi exactement ? Alors, tout le monde est optimiste. Néanmoins, tout le monde a connu un 4e trimestre, je dirais même un 2e semestre 2021 qui a été très intéressant parce que pas mal de business sont repartis. Selon les activités, avec les annonces gouvernementales qui avaient été faites début janvier, ça a été à nouveau un vrai flop, puisque certains ont même dû refermer. Et donc, les activités qui étaient bien reparties, comme de la restauration notamment, a rechuté depuis le mois de janvier. Et là, on considère qu'avec les nouvelles annonces qui ont été faites, tout va repartir. Et en tout cas, tout le monde est très, très positif, très motivé en ce sens, parce que tout le monde a confiance en l'avenir. Néanmoins, beaucoup ont des difficultés. C'est pour ça qu'il faut continuer de les accompagner, parce que le démarrage n'est pas forcément simple. Alors, moi, j'avais prévu de vous parler de 2 choses, justement, quelles sont les possibilités que tous ces commerçants peuvent essayer de mettre en place. Et je vais distinguer 2 choses. Je dirais d'abord comment essayer de soulager et conforter la trésorerie, et dans un deuxième temps, comment renforcer le fonds de roulement. Alors, il y a plusieurs aides qui existent. Il y a tout d'abord, ce qui a été mis en place, c'est la négociation de délais de paiement avec l'administration fiscale. Donc ça, il faut savoir que c'est possible auprès des services fiscaux, auprès de la DGFiP. On peut négocier jusqu'à 36 mois des étalements de règlement de charges hors la TVA et le prélèvement à la source. Voilà. Donc les impôts indirects, ce n'est pas possible. Il y a aussi des aides au paiement pour les cotisations sociales des salariés.
avec les exonérations, voire pour certains des exonérations de charges patronales. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place et qui a été arrêté. Et là, pour certaines activités qui ont à nouveau ressouffert depuis, notamment les bars, les discothèques et autres, c'est à nouveau remis en place. Ensuite, il y a des aides directement mises en place par le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants, qui est une filiale de l'URSSAF qui traite plus particulièrement les travailleurs indépendants. Ce sont des aides de 500 à 1 000 euros qui peuvent se décliner aussi en fonction des revenus, ce qu'on appelle l'aide financière exceptionnelle. Et il y a aussi l'aide aux cotisants en difficulté, si le cotisant, hors les problèmes de Covid, a connu d'autres problématiques, santé, incendie, etc. Voilà, c'est des petites choses qui existent, mais c'est compliqué. Ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est que on a aussi la possibilité de moduler son taux de prélèvement à la source pour les travailleurs indépendants, pour anticiper justement la chute d'activité qui était déjà amorcée l'année dernière. Si on considère qu'elle va à nouveau se pérenniser, il ne faut pas hésiter à moduler son taux de prélèvement à la source sur son site impôts.gouv pour limiter au grand maximum les impôts sur le revenu, les prélèvements qui vont être mis en place. Ensuite, il faut savoir qu'il existe, mais il faut être à jour de ces cotisations, des remises d'impôts directs, voilà, toujours hors TVA et prélèvement à la source, avec là aussi la possibilité de négocier un plan d'étalement sur 36 mois. Donc, c'est à négocier avec la DGFiP, en fait. Alors, dans conforter la trésorerie, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler du PGE. Le PGE donc, qui a été mis en place en 2020, dont beaucoup d'entreprises ont bénéficié, qui ont pu bénéficier d'un décalage d'1 an, voire de 2 ans pour commencer à rembourser, mais qui aujourd'hui se trouvent pour certains en difficulté. Donc, il faut savoir que le PGE pour les TPE en grande difficulté, donc artisans, commerçants et petites entreprises, à condition que le PGE soit d'un montant inférieur à 50 000 euros, ont la possibilité de demander un étalement jusqu'à 10 ans. D'accord. Donc, au lieu de commencer à rembourser là au mois de juin, déjà, il y a un premier report qui est au mois de décembre 2022. Et ensuite, on peut demander à rembourser ce PGE sur 10 ans. Voilà. Au lieu des 4 ans qui restaient théoriquement, même s'il y avait eu un premier prolongement à 6 ans. Voilà. Donc, ça, c'est pareil, c'est à négocier avec sa banque en fonction de votre cas de figure. Ensuite, il y a eu comme aide le fonds de solidarité, mais qui a pris fin au mois de septembre. Il a été remis en place pour certaines activités durement touchées, notamment qui ont été fermées administrativement. Donc, ça concerne un certain nombre d'activités, ce qu'on appelait avant dans les secteurs S1 et S1 bis. Donc là, pour l'instant, le fonds de solidarité a été remis en place pour décembre et janvier, et on a jusqu'au 31 mars 2022 pour le demander. Voilà. Mais effectivement, ça s'adresse qu'à très peu de cas de figure. Parmi les aides également pour essayer de conforter sa trésorerie, il y a eu ce qu'on appelle une aide relative à la prise en charge des coûts fixes, qui prenait la forme soit d'une aide rebond. Pour ça, il faut avoir perdu 50% de son chiffre d'affaires et avoir entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021 et avoir un EBE positif. Et pour ceux qui sont en plus grande difficulté, il y a ce qu'on appelle la prise en charge des coûts fixes consolidation. Donc là, c'est pour la partie qui va s'étaler d'octobre 2021 à janvier 2022. Si sur ces 3 mois, on a également perdu de son chiffre d'affaires à plus de 50% et qu'on a un EBE négatif, on peut, par un certain mode de calcul, demander à l'État une prise en charge. Parmi le dispositif, il y a à nouveau l'activité partielle qui, pour les secteurs qui ont été touchés, qui ont dû refermer, a été remise en place. Et enfin, ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que si on a dégagé, là ça s'adresse plus aux sociétés, pas aux individuels, si on a dégagé des déficits ces derniers exercices, on a le droit de demander ce qu'on appelle un carryback, un report en arrière des déficits, et se faire rembourser cette créance auprès de l'État de façon accélérée. Normalement, soit on demande à se la faire rembourser, soit on l'impute sur les futurs bénéfices. Et là, dès qu'on constate une perte et qu'on avait payé des bénéfices les années précédentes, on peut, selon un mode de calcul, selon des règles à respecter, demander ce remboursement de carryback, donc de créances d'impôt auprès de l'État. Voilà. Donc, ce sont un petit peu aujourd'hui le catalogue des aides qui existent, possibles à demander, mais elles ne s'appliquent pas à tout le monde. Elles sont à négocier après de la DGFiP, ou auprès des URSSAF ou auprès de son banquier. Sachez qu'il existe le médiateur de la Banque de France qui peut faire aussi un petit peu pression en montant un dossier auprès de votre banque pour essayer de vous faire avoir droit ce à quoi vous avez droit, évidemment.
Alors, à partir du moment où donc, on a activé toutes ces aides, et ça, c'est la première chose à faire, évidemment, et qu'on se retrouve toujours dans une situation où la trésorerie est dangereusement basse. Là, on arrive dans un sujet qui est un sujet de consolidation de trésorerie. Voilà, c'est ce que j'allais aborder dans la deuxième partie, voilà. Absolument. Tu as tout à fait raison, c'est ce que moi j'ai appelé aussi le renforcement du fonds de roulement, en fait. Hein. Parce qu'il existe, là, on passe, quand toutes ces aides ne suffisent pas, et malheureusement souvent elles ne suffisent pas, ben, il faut essayer de trouver d'autres solutions de financement de trésorerie sur du court terme. Donc, il y en a plusieurs qui existent. Il y a tout d'abord la CODEFI. Alors, la CODEFI, c'est le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises qui est géré par la DGFiP, donc par l'administration fiscale, qui peut octroyer à certaines très petites entreprises donc, et des indépendants des prêts exceptionnels, à condition bien sûr de ne pas avoir obtenu de PGE, hein, puisque certains commerçants, certains artisans, certaines même TPE n'ont pas obtenu de PGE. Donc pour ces personnes-là, ben, il existe les prêts exceptionnels de la CODEFI. Il existe aussi les prêts bonifiés, les avances remboursables négociés avec l'administration fiscale, le CODEFI, donc l'administration fiscale, lorsque le PGE n'a pas été possible, mais ça peut se cumuler avec le fonds de solidarité, donc c'est les avances remboursables négociées par l'administration fiscale, et c'est possible ça jusqu'au 30 juin 2022. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est dispositif loyer et charges locatives. Donc, c'est pour les entreprises qui ont été possible d'accueillir du public durant ces derniers mois. Donc, ce dispositif, quand le fonds de solidarité et l'aide au coût fixe qu'on a vu précédemment n'existent pas, enfin ne suffisent pas, il y a une aide au loyer et charges locatives qui peut être mise en place, voilà, qui est à calculer. Et enfin, il y a les prêts participatifs relance, hein, qui sont des prêts de conso de trésorerie. Et là, c'est typiquement ce que propose Impact aujourd'hui dans l'intervention pour justement consolider à la fois la trésorerie et donc le fonds de roulement pour pouvoir permettre à ces activités de pouvoir poursuivre en attendant que le creux de la vague se termine et que vous puissiez passer à des horizons meilleurs. Voilà. Par expérience, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'aides qui sont disponibles sur le marché. Mais bon, il y a beaucoup aussi de critères pour les obtenir et on se retrouve avec des commerçants qui ont un peu épuisé toutes les voies. Ouais. Et alors donc là, je prends un exemple qui est typiquement celui de la restauration, mais en fait, en dehors d'un pack local qui pourrait, parce que malheureusement, on ne dit pas non plus oui à tout, mais qui pourrait resolvabiliser le commerce, à part le prêt brasseur, le brasseur qui pourrait venir en aide, mais avec quelle contrepartie, on se retrouve dans une situation dans laquelle on n'est pas la seule alternative, mais enfin, pour certains entrepreneurs, si, quand même. Si, parce que hormis les activités, comme tu viens de le dire, où il peut y avoir des financements comme les brasseurs, comme les boulangers également, hein, Nautilus, etc., on se retrouve dans des situations très, très compliquées parce que, comme tu l'as dit, toutes ces aides que j'ai citées, tous ces prêts sont éligibles par rapport à certains critères. Les nouvelles aides là, qui ont poussé ces derniers mois, l'aide au coût fixe, l'aide au rebond, l'aide dispositif loyer et charges, c'est sur des petites fourchettes de 2-3 mois en fait qu'elles sortent. Donc en plus, elles ne sont pas forcément très bien communiquées dès le début si on n'a pas le nez dans la documentation et le délai passe très vite. Donc on peut aussi louper ces quelques aides dont on aurait pu bénéficier. Certaines aides ne se cumulent pas avec d'autres. Donc voilà, donc c'est assez lourd. C'est pour ça qu'il est important de se faire accompagner par un spécialiste pour pouvoir adopter la meilleure conduite possible, trouver les meilleures alternatives et les meilleurs dispositifs sur lesquels on peut discuter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parlait d'impact, justement, c'est une des rares structures qui existent aujourd'hui qui peut venir en complément pour pouvoir… Sur des situations dégradées, quoi. Des situations complètement dégradées, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y a plus rien à faire quelque part. Oui. Alors que le business est potentiellement possible et les mois à venir sont potentiellement rentables. Donc, ce serait du gâchis que de tout arrêter là. Donc, c'est pour ça qu'une structure comme Impact qui connaît les business, et notamment de cette typologie de chef d'entreprise, peut permettre de redonner, de réinsuffler
un petit peu d'argent pour permettre de pouvoir avoir une trésorerie qui va permettre de reprendre un certain envol. Voilà, je pense que c'était ça le point intéressant que je voulais un peu développer avec ton intervention. C'est qu'effectivement, impact local sur le plan prêt de trésorerie à destination de commerces fragilisés, ben, ça s'adresse évidemment à des commerces dont la situation fait qu'ils ne peuvent pas faire appel à leur banque, sinon ils le feraient, ils ne nous appelleraient pas, parce que les 2 ans qui viennent de vivre font que leur fonctionnement de banque ou leur ratio comptable les exclut de fait d'une obtention de prêt. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont structurellement déficitaires. Si c'était le cas, d'ailleurs, on ne pourrait pas intervenir. C'est des commerçants qui ont subi un trou d'air et que on est en tout cas, c'est notre vocation de regarder ces commerçants et de voir de quelle manière on peut les aider. De 2, c'est très important de croiser cette analyse avec celle de l'expert comptable qui interagit avec son client autant à titre préventif que curatif pour qu'on essaie de trouver des solutions. Et évidemment, donc, sur les sujets de consolidation de trésorerie qu'on est en train de traiter, l'expert comptable doit être un maillon important de la chaîne parce que voilà, on participe au rebond de ce commerce et on n'est pas tout seul et l'expert comptable prend aussi toute sa part dans cette démarche. On est tout à fait d'accord, c'est un vrai travail d'équipe parce que toutes les volontés sont bonnes et surtout toutes les idées pour trouver des solutions pour pérenniser les trésoreries et surtout pérenniser les business de tous nos clients et de tous ces chefs d'entreprise. On a dérapé de 10 minutes, mais ce n'est pas grave. Je pense que c'était une bonne manière de pouvoir illustrer avec un webinar, avec un format assez court, un projet concret et une réflexion plus générale sur la situation et le panorama des aides pour les commerçants. Si certains ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et que je puisse y répondre avant qu'on clôture ce webinar. Si ce n'est pas le cas, on se retrouvera dans quelques semaines pour une nouvelle édition avec d'autres cas encore différents qui ont été réalisés par l'Impact Local. À travers le slide, vous voyez l'équipe de l'Impact Local, donc une petite dizaine de personnes qui s'investit à 100% pour pouvoir aider ces commerçants. Et donc, vous aurez forcément affaire à l'un ou l'une d'elles pour pouvoir avancer dans le projet. À quel taux, alors je réponds à une question, à quel taux sont proposés les financements? Les financements sont proposés dans une fourchette entre 5 et 7%. Donc, évidemment, ce n'est pas le taux qui est le taux de la banque comme on l'entend comme un prêt classique, puisque le taux du marché est d'environ 1%. Néanmoins, c'est un taux qui n'est pas additionné à celui ni d'une assurance, ni d'une contre-garantie. Et donc, effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est un prêt qui est sans garantie réelle ou personnelle. Voilà. Donc, j'ai répondu à votre question, je l'espère. S'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, je vous remercie tous les trois, Jérôme, Julien et Jérôme. Merci à toi. Et on se retrouvera dans une prochaine édition pour de prochains projets. Et voilà, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.